Alors que se tient depuis le 24 septembre dernier la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, il y est annoncé 2 places africaines comme membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, mais sans droit de veto. Dans cette édition de l'After News, la question qui nous intéresse est celle de savoir, Afrique, membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, sans droit de veto, Graal ou futilité. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement dans votre fauteuil tout de suite. L'After News avec nos invités. Une fois encore, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition l'After News sur la chaîne africaine Global LTV. Comme à l'accoutumée, nous avons le plaisir, le privilège de recevoir sur notre plateau notre consultant permanent. Il s'agit bel et bien du docteur Col François. Docteur, au plaisir de vous retrouver. Merci Pythagore, bonsoir. Bonsoir à notre fan club. Je vous l'annonce comme ça, on est un grand fan club à Bafia qui ne manque pas une seule édition de l'After News. Je veux donc aussi dire bonsoir à tous nos autres millions de téléspectateurs qui nous regardent de par le monde entier. Et merci une fois de plus pour l'invitation que vous m'avez adressée. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Docteur Col François, vous savez, dans le format de l'After News, nous avons un deuxième invité, mais il va nous retrouver au cours de l'émission. Avant, on va aller du côté du Bénin. Il nous attend déjà, notre invité de ce côté-là. Il est journaliste, analyste, géostratège, Yedafou, Gouchemin. Bonsoir, bienvenue à l'After News. Bonsoir Pythagore Lakoudi, bonsoir à nos nombreux des millions de téléspectateurs, bonsoir à mes copanélistes. Heureux d'être à nouveau votre invité. Voilà, c'est nous qui sommes heureux de vous avoir en tant qu'invité, Monsieur Yedafou. On va s'entretenir justement sur la thématique qui a été annoncée tout à l'heure. Mais avant, je vous propose tout d'abord de prendre ce reportage que signe Colin Bekatal et on se retrouve juste après. Présidée par le Camerounais Philémon Yang, la 79e Assemblée des Nations Unies réserve dans son agenda une portion copieuse de ce qui concerne le continent africain. La guerre au Soudan, notamment, fait l'objet d'une profonde réflexion. Les unions africaines et européennes, mais aussi les États-Unis par son président Joe Biden, pour le premier volet de ce chapitre, ont, comme on pouvait s'y attendre, exhorté à une rupture de ce conflit qui a conduit à une crise humanitaire au Soudan, avec la perspective malheureuse que cette guerre franchisse les frontières de ce pays. Sur ce dossier, il y sera question dans la suite des travaux de faire des propositions en vue des actions concrètes visant à sortir définitivement le Soudan de la crise. Sur le pupitre, ils étaient pour la journée du 24 septembre les présidents sud-africains Cyril Ramaphosa, qui est revenu sur la crise du climat, non sans évoquer le prochain rendez-vous de COP avec des solutions plus pratiques. Le parachèvement des réformes de l'Assemblée générale de l'ONU dans un contexte où la perspective de 2 membres permanents africains sans droit de veto apparaît comme une coquille vide. Nous ne voulons pas renoncer à notre droit de veto. Et nous pensons que si nous étendons ce droit de veto à tous les membres, ça rendra le Conseil plus dysfonctionnel. C'est notamment la Sierra Leone et le Burkina Faso qui sont au front dans la défense de cette cause. L'Afrique veut que le droit de veto soit aboli. Toutefois, si les États membres de l'ONU souhaitent conserver le droit de veto, celui-ci doit être étendu à tous les nouveaux membres permanents dans un souci de justice. Les travaux se poursuivent en attendant l'écho des résolutions finales, mais surtout de leur implémentation en faveur d'une Afrique bien souvent laissée pour compte. Merci à la réalisation de nous avoir proposé ce reportage de Colin Bekatal qui plantait le décor de cette thématique. On le disait tout à l'heure, en début de cette émission notamment, la question qui nous intéresse dans l'After News, on parle bien sûr de l'ONU avec 2 places africaines qui sont annoncées en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, mais sans droit de veto. Est-ce un Graal ou alors une futilité? Nous allons en parler dans cette édition avec notre invité d'abord en plateau avant de retrouver notre invité aussi, qui est du côté du Bénin. Je commence par vous, docteur Col François. Vous avez suivi le reportage de Colin Bekatal. Vous avez également eu vent de cette actualité, vous qui scrutez l'actualité au quotidien.
qu'est-ce que ça vous a déjà fait en tant qu'Africain d'apprendre que 2 places sont réservées au Conseil de sécurité des Nations Unies pour les Africains? Bon, la surprise, c'est en droit de veto. Je suis africain, c'est vrai, mais je me réclame beaucoup plus panafricaniste. Par conséquent, et au vu de l'histoire de l'ONU vis-à-vis de l'Afrique, je pourrais, depuis ma bord, demander la dissolution de l'ONU parce que l'ONU déjà ne nous apporte pas grand-chose en tant qu'Africains. Ok, maintenant on est sur un fait. L'ONU existe, l'ONU semble fonctionner et l'ONU est donc en train de vivre ces mutations. Qu'est-ce que je pense déjà des 2 places qu'on donnerait à l'Afrique? Je pense que c'est une histoire ancienne. Nous avons souvenance que lorsque l'OTAN a voulu bombarder, détruire la Libye dans les années 2011, le spectre là avait plané et je pense que l'une des raisons qui a mené certains pays africains à la chute de l'Est par rapport à leur opposition vis-à-vis de l'attaque contre la Libye était justement cette promesse qu'on avait littéralement faite à certains pays africains, un en Afrique de l'Ouest et un en Afrique méridionale, de les laisser entrer au Conseil de sécurité comme membres permanents. Sauf que près de 13 à 14 ans plus tard, on en a pu parler et hop, l'histoire des sièges permanents à l'ONU ressurgit en faveur de l'Afrique. Personne n'est dupe. Tout le monde est conscient que les BRICS sont en train de prendre une ampleur inarrêtable aujourd'hui dans le monde. Et qu'il y a très bon nombre de pays africains qui sont en train de faire des demandes d'adhésion aux BRICS avec tout ce qu'on voit comme perspective d'avenir pour les pays membres et pour les pays, ils ont souvent un statut d'observateur auprès des BRICS. On a justement l'impression que les BRICS vont faire un contrepoids. Voyant aussi le désamour naissant et permanent que les pays africains ont développé contre l'Europe en général, en particulier, et l'Occident en général, il faut essayer de contenter les Africains. Donc pour moi, je crois qu'on va aller dessus pour essayer d'étayer la problématique des sièges à l'ONU. S'il fallait en parler, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, mais on peut s'interroger pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui et maintenant que cela ressurgit. Au moment où la France, qui a son droit de veto grâce au fait que la France avait derrière elle 14 pays de son précaré au sein de l'Afrique, qui lui donnait la force d'être membre permanent de l'ONU et d'avoir un droit de veto, voyant la France perdre la main aujourd'hui en Afrique et de façon très rocambolesque, on s'interroge justement, question de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on semble revenir sur ces premières tentatives qu'on aurait voulu que l'Afrique ait du siège permanent. Mais là n'est pas le souci. Je crois que c'est un autre piège, c'est un autre passe-temps que ces gens veulent servir à l'Afrique pour nous distraire, pour nous désorienter, pour nous décanaliser vis-à-vis de la nouvelle option qu'on a prise en général vis-à-vis de l'Europe et en général, particulièrement contre l'Europe et en général contre l'ONU et tous ses affiliés. Docteur Cole-François, laissez-moi vous relancer peut-être sur la question. Est-ce que c'est donc banal? Est-ce que l'Afrique aujourd'hui devrait banaliser ces 2 places qui lui sont offertes au sein du Conseil de sécurité en tant que membre permanent? Bon, je ne sais pas si vous demandez mon avis en tant qu'expert ou alors je ne peux pas parler au nom de l'Afrique tout entière parce que... Justement, en tant qu'expert. Très bien. Jusqu'ici, l'Afrique, les pays africains sont encore membres de l'ONU. Mais moi, compte tenu de ce que l'ONU fait en Afrique, ferait en Afrique et a toujours fait en Afrique, même ces 2 places ne nous apporteront absolument rien. Je peux m'expliquer. On n'a pas besoin d'être membre permanent de l'ONU pour se faire entendre. Jusqu'aujourd'hui où les pays africains sont simples membres, de quelle façon se sont-ils fait entendre? Et quand vous regardez très bien les opérations de l'ONU aujourd'hui, on a l'ONU au Congo depuis presque 1997, on a l'ONU au Darfour, on a partout où on a l'ONU, on a eu l'ONU en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y avait les affaires avec un truc de ce genre qui était à l'époque représentant de l'ONU en Côte d'Ivoire. Même en Centrafrique, avec la MINUSCA. Même en Centrafrique, on a vu. C'est pratiquement, j'allais dire un mot un peu grossier, mais comme on est sur un plateau sérieux, on va s'abstenir, mais on n'a pas vu les résultats probables. Je pense plutôt que les pays africains devraient profiter de cette occasion qu'ils ont de sortir totalement de l'ONU. Parce que nous sommes capables aujourd'hui de nous émanciper
permettre à ces pays africains d'établir des relations d'égal à égal avec des pays européens, américains, asiatiques, pris de façon individuelle, que de toujours assujettis. Maintenant, on demande qui donne le droit aux Africains d'entrer dans le Conseil national, dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Qui? Donc, il y a quelqu'un qui a le droit de dire oui, il y a quelqu'un qui a le droit de dire non. Il faut donc qu'on aille négocier auprès de ces personnes-là pour qu'elles nous accordent l'autorisation d'entrer. Tant qu'elles ne voudront pas nous demander d'entrer, nous n'entrerons pas. Et Docteur François, est-ce que vous ne pensez pas, ça c'est pour vous relancer, le temps avance largement, oui. Est-ce que vous ne pensez pas, Docteur Cole-François, que ces personnes-là, ces personnalités africaines qui aujourd'hui sont présentes du côté de New York, et qui défendent justement la cause africaine, qui revendiquent ces places au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ont compris peut-être l'importance d'avoir un droit de veto, l'importance d'avoir une place au sein de ce Conseil-là? Ça, il ne faut pas aussi qu'on fasse une analyse minimaliste de la chose. Justement. Vous voyez, on est en train de traiter l'Afrique aujourd'hui comme si l'Afrique était un pays. Et qu'à l'intérieur de ce pays, on veut parler de 2 membres constituants pour faire 2. Et vous allez voir qu'à un moment donné, on va vous dire que ces pays doivent être, les places devraient être peut-être rotatives. Parce qu'on ne peut pas parler de 2 pays fixes et les laisser là-bas pendant toute l'éternité. Il va falloir justement faire une rotation. Or, on sait, on ne devient pas membre permanent de l'ONU parce qu'on veut être membre permanent de l'ONU. Il y a quand même des critères. Il y a quand même des critères géostratégiques et même géopolitiques qui donnent le droit. Quand vous regardez parmi tous ces pays qui sont membres permanents de l'ONU et qui ont le droit de veto, c'est des pays qui ont une assise économique, c'est des pays qui ont une assise militaire et c'est des pays qui sont dotés de l'arme nucléaire. Vous comprenez un peu? Vous ne pouvez pas vous retrouver à l'ONU comme un permanent avec un pays qui à peine a des populations qui peuvent se nourrir, qui peuvent se scolariser et prétendre, même si on vous donne le droit de veto, il servira à quoi? Mais vous savez aussi que le droit de veto, c'est un peu l'instrument de chantage et de monopole que les grandes puissances se sont octroyées parce qu'elles estiment que, contrairement au reste des pays, elles ont quelque chose de plus qui leur permet de gronder. C'est pour ça que c'était et si l'Afrique a donc cette chose de plus-là, Docteur Cole-François, est-ce que l'Afrique ne pourrait pas aussi s'asseoir à la table des grands? Est-ce que l'Afrique a donc le profil pour s'asseoir à la table des grands? Dans leur configuration actuelle, est-ce que quel pays africain qui, regardez, je vous prends l'exemple simple vraiment. Nous avons observé récemment en Afrique le bombardement. D'abord, reprenons le cas du Soudan. Le Soudan est en guerre depuis peut-être 2 ou 3 ans. Oui. Quel est le pays africain qui s'est levé et qui a fait une médiation qui a marché? Qui s'est levé, qui a dit à ses pairs africains, même au sein de l'UA, que nous mettons un terme à ces guerres? Quel est le pays africain qui fabrique les armes qui vont au Darfour? Quel est le pays africain qui fabrique les armes qui vont en Érythrée? Quel est le pays africain qui fabrique les armes qui bat monnaie pour alimenter les terroristes en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest? Si vous répondez à cette question, vous comprenez qu'en réalité, c'est un autre passe-temps, juste parce qu'on veut dire ces Africains qui sont en train de s'orienter vers les BRICS, qui leur offrent meilleur séjour, meilleure collaboration, meilleure coopération, meilleure stratégie de développement. En réalité, ça fait ça le problème. Docteur François, pour sortir de la question, oui. On va prendre d'autres invités. Vous répondez donc à la thématique, est-ce un Graal ou alors une futilité? En réalité, moi, je dis que c'est un non-sens, c'est un non-lieu. Quand les Africains allaient vers là où ils se sentiraient mieux. Moi, je pense que ces Africains, c'est toujours les BRICS qui sont allés mettre une banque internationale en place, qui sont allés mettre des banques de développement en place. Les Africains seront plus respectés de ce côté-là et on aura besoin de l'ONU et on verra que les populations africaines vont mieux s'émanciper parce qu'en réalité, nous ne nous battons pas pour les dirigeants. Mais nous souhaiterions que dans n'importe quelle collaboration que les pays africains puissent aller vers les autres nations du monde, que les populations africaines puissent ressentir le bien-être. Voilà par exemple aujourd'hui le président de l'Assemblée générale de l'ONU, de l'Assemblée générale actuelle, c'est un Camerounais. Oui. Mais qu'est-ce que le Camerounais lambda ressent en termes de retombées de cette présence là-bas? Absolument rien. Absolument rien. Mais par contre, si son séjour en tant que président de l'Assemblée générale de l'ONU rapportait quelque chose de substantiel, peut-être à la subvention de l'éducation au Cameroun, peut-être à la subvention, n'est-ce pas, ce qu'ils ont appelé le plan de santé universel, ce programme-là, quelque chose d'universel de santé qu'on ne comprend même pas très bien, vous verrez qu'à ce moment-là, on comprenait ce que nous cherchons, nous serons où est-ce que nous allons. Mais actuellement, les gens vont vous dire que non, c'est la diplomatie camerounaise, la diplomatie africaine va gagner, n'est-ce pas, des places au niveau du monde entier. C'est vrai qu'à leur niveau, entre eux les grands, ils vont s'entendre, mais les pays africains qui veulent prétendre entrer au sein du Conseil de sécurité de l'ONU et prétendre un droit de veto devraient s'interroger. Mais par contre, je crois que c'est l'idée d'Aboukabé, ou bien non, du président Sierra Leone, qui voudrait plutôt qu'on annule le droit de veto. Si on
n'exclut le droit de veto parmi les membres qui siègent permanemment au Conseil de sécurité, vous verrez que l'équilibre reviendra. Mais si aujourd'hui, un pays comme le Cameroun est au Conseil de sécurité de l'ONU avec les États-Unis. Les États-Unis sont dotés d'armes nucléaires. Les Français, les Camerounais n'ont pas d'armes nucléaires. Vous voyez que les deux parlent les gars. Au point, quand il y a élection, quand il y a vote, le Cameroun lève le doigt, l'Amérique lève le doigt, on dit non, les gars sont un match nul. Non. Ils vont toujours vouloir établir les suprématies. Et vous voyez que l'ONU a été mise en place pour mettre en mal les pays africains, pour assujettir les pays africains. C'est pour ça que tous les plans de relance, de situation et d'encadrement, pourquoi aujourd'hui on ne parle pas de l'ONU à Gaza? Pourquoi on n'a pas l'ONU en Ukraine? Pourquoi on n'a pas l'ONU? Moi, vraiment de Dieu, moi je pense que nous devons être très sérieux, savoir ce que nous avons. L'ONU ne sert à rien aux Africains. Si je peux le dire ainsi pour clôturer mon propos. Voilà, merci Dr Cole-François. C'était bien sûr votre avis sur la question. On va prendre la destination à présent du Bénin pour retrouver notre analyste géostratège sur la question, Monsieur Yé Edafo Gouchman. Vous êtes d'ailleurs journaliste de ce côté-là. Dites-nous, 2 places africaines annoncées en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais sans droit de veto, est-ce un objectif atteint pour le continent africain? Vous avez la parole. Merci Pythagore Lakoudi. L'annonce donc de l'attribution à l'Afrique de 2 sièges permanents au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies vraisemblablement est un pas, est une avancée notable, en ce sens que l'Afrique sera mieux représentée et au sein du Conseil de sécurité, les représentants, il y aura une certaine équité en matière de représentativité des pays membres. Maintenant, à savoir si cela est un objectif pleinement atteint, c'est mitigé, parce que, vous savez, dans un premier temps, l'attribution à l'Afrique de 2 sièges permanents permet à l'Afrique de participer pleinement et de façon équitable aux prises de décision au sein de l'instance des Nations Unies, surtout des questions, autour des préoccupations importantes. Cela permet à l'Afrique de mieux s'affirmer. Cela permet quand même au continent de mieux exprimer ses positions et de mieux se faire entendre. D'un autre côté, l'absence du droit de veto au continent limite un peu, sinon limite véritablement sa participation aux instances de décision. Sinon, limite son influence, voilà, limite donc son influence aux instances de prise de décision au niveau du Conseil de sécurité, parce que, vous savez, le droit de veto permet à un moment donné de bloquer des décisions, d'empêcher la prise de certaines décisions. Donc, cela permet à ce que les vis-à-vis, les autres membres écoutent la partie qui dit « je ne veux pas que telle décision soit prise ». C'est un pouvoir qui est accordé à une minorité ou à un groupe ou à une partie ou même à un seul pays, donc à un individu, donc à un pays, de bloquer une décision que cette personne estime ne pas être en faveur de la paix ou en faveur d'une certaine avancée à l'international. Ce droit-là, l'Afrique ne l'aura pas, et donc cela limite véritablement l'influence de l'Afrique sur le plan international. Donc je pourrais dire simplement que cette annonce de l'attribution de 2 sièges permanents à l'Afrique est une réforme majeure, est une réforme qui signifie qu'il y a des avancées, qu'il y a une certaine évolution
en termes de représentativité de l'Afrique, en matière d'équité au sein du Conseil de sécurité. Cependant, cela limite véritablement l'Afrique, cela limite l'influence du continent et cet aspect fait que c'est du goût, ce n'est pas totalement accompli, ce n'est pas une avancée telle qu'on l'aurait souhaité. Et bon, ça se comprend en ce sens que quand vous regardez les membres permanents actuels qui détiennent tous des droits de veto, vous remarquez que ce sont des puissances militaires. Et cela interroge sur les capacités de l'Afrique véritablement à marquer ses positions, à influencer. Parce que celui qui détient la force a la capacité de se faire écouter. Donc naturellement, c'est plus facile qu'on se fasse écouter quand on détient la force militaire que lorsqu'on ne détient pas la force militaire et que chaque fois on aille solliciter les autres membres permanents qui détiennent la force militaire pour venir nous soutenir. Donc cela, c'est un message fort également à l'Afrique pour demander ou pour inviter l'Afrique véritablement à investir, à revoir sa stratégie militaire ou du moins ses stratégies militaires pour mieux s'affirmer également militairement sur l'échiquier international. Voilà, merci à Yehedafo Gouchma pour cet avis. Avant de revenir sur le plateau où notre deuxième invité est déjà bien installé, je vous propose de prendre l'avis d'un Africain. Lui, il est du côté du Ghana. Il a donné son point de vue sur cette question qui concerne bien sûr tous les Africains. On l'appelle Fiacre, l'international. Dites-nous, Fiacre, bien sûr, il s'est exprimé comme je disais sur la question. Est-ce que 2 places au Conseil de sécurité des Nations Unies pour les Africains, mais sans droit de veto, devraient nous satisfaire, Africains, aujourd'hui? Merci Pythagore. Moi, selon moi, en tant qu'Africain, moi je pense que les 2 places africaines qui seront disponibles, qui seront ajoutées, du moins au Conseil de sécurité de l'ONU, moi je peux dire que ça d'abord c'est déjà une victoire, c'est déjà une avancée. Ça fait partie des luttes depuis des années. Mais quand vous dites que sans les droits de veto, moi je ne vois pas, ça n'empêche pas encore pour le moment. Vous voyez, non? Parce que pour avoir les droits de veto, est-ce que les Africains, nos chefs d'État se sont déjà organisés pour ça? Est-ce qu'on a déjà un bloc pour ça? Donc il faut savoir, voir tous ces paramètres. Les droits de veto sont nécessaires pour les Africains, si on comprend réellement ce que c'est les droits de veto. Mais actuellement, là, est-ce que ça nous arrange en Afrique? Ça ne nous arrange pas, parce qu'il ne faut pas donner pour donner. Mais non, est-ce que l'Afrique forme déjà un bloc? Est-ce que nous sommes déjà nous-mêmes en Afrique, sur le plan sécuritaire, monétaire, politique? Mais non, je ne pense pas. Donc, pour le moment, ça ne nous arrange pas. Imaginez-vous si les Africains avaient le droit de veto, est-ce que l'OTAN peut aller détruire la Libye? Mais non. Mais pour le moment, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas pour le moment. Il faut qu'on soit un bloc d'abord en Afrique. Voilà, merci Fiacre l'international pour cet avis. C'était bien sûr votre point de vue sur la question en tant qu'Africain. Retour sur le plateau à présent. Notre deuxième invité nous a déjà rejoint. Il s'agit du docteur Joseph Bamok. Il est analyste géostratège également, analyste politique. Il est avec nous, docteur. Bonsoir, bienvenue à l'After News. Bonsoir Pythagore. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Quand je suis avec vous, ça me rappelle beaucoup de bons moments, docteur Joseph. Donc, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Le plaisir est partagé, Pythagore. Voilà, on va revenir directement dans le sujet, docteur Joseph Bamok. On parle ce soir de l'ONU et justement ces 2 places africaines qui sont annoncées dans le Conseil de sécurité. Je prends d'abord votre avis. Est-ce que vous êtes satisfait de cette décision? Est-ce déjà un premier pas que l'Afrique fait dans cette organisation-là, le fait qu'elle ait eu 2 places en tant que membre permanent au Conseil de sécurité? Déjà, pour répondre à cette interrogation, Pythagore, il faut évoluer sur le plan pédagogique. Et qu'est-ce que le droit de veto? Parce que si nous réussissons à définir ce que c'est, n'est-ce pas, ce que sont le Conseil de sécurité et le droit de veto, on peut mieux débattre, n'est-ce pas? Il faut dire que le Conseil de sécurité, n'est-ce pas, est l'organe législatif ou alors exécutif, n'est-ce pas, des Nations Unies.
Cet organe a vu le jour juste après les assises qui ont mis sur pied les Nations Unies, c'est-à-dire un mois après. Et ce conseil est de 15 membres, dont 5 sont permanents et les autres sont rotatifs, c'est-à-dire après chaque 2 ans. Alors, quand on parle de l'organe exécutoire ou exécutif ou législatif, ça veut dire l'organe qui est chargé d'appliquer, n'est-ce pas, la politique des Nations Unies. Alors, si aujourd'hui, l'Afrique a longtemps réclamé, étant membre déjà, et l'Afrique étant, je veux dire, la centrale ou alors la plaque tournante aujourd'hui du monde, l'Afrique a longtemps réclamé avoir ne serait-ce que des places là-bas, et chose qui lui avait toujours été refusée, n'est-ce pas? À 2 places aujourd'hui, nous ne pouvons pas cracher là-dessus. C'est déjà une avancée parce que les luttes sont progressives sur le plan diplomatique, il faut le dire. Les luttes sont progressives. On n'obtient pas des choses d'une façon, comment je vais dire, brusque et brutale. Non. Sur le plan diplomatique, tout va progressivement. Mais docteur Joseph Bamwa, pour vous relancer, ça sert à quoi pour les Africains d'avoir 2 places dans le Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre permanent sans droit de veto? Ça sert à quoi exactement? Je dis déjà, quand on parle du Conseil de sécurité, je dis c'est l'organe exécutif. C'est-à-dire que l'organe qui est chargé d'appliquer les décisions des Nations Unies au quotidien, n'est-ce pas? Alors, vous dites que ça sert à quoi? C'est déjà important que l'Afrique y soit, participe au débat et se prononce. Avant, l'Afrique n'était pas là. L'Afrique observait juste et constatait. Mais et déjà, justement. Il constatait même parce que l'Afrique subit depuis la nuit des temps. Ça, il faut le dire. Et vous, on peut s'attarder aujourd'hui parce que c'est l'actualité sur les Nations Unies. Mais dites-vous que ça a toujours été le propre depuis la nuit des temps et dans tous les domaines. Vous avez vu ce qui est arrivé pour faire juste un petit break à la FIFA, le nombre de places qui étaient réservées à la Coupe du Monde. Vous avez vu comment est-ce que l'Afrique a réclamé et dans plusieurs autres domaines. Donc, vous dites que l'Afrique, elle est subie depuis la nuit des temps. Et c'est aujourd'hui, avec le réveil africain ou alors de la nouvelle génération, que l'Afrique réussit déjà à se faire entendre. Et je vous dis déjà que si au quotidien, vous constatez juste un certain nombre de décisions, prenons même dans la vie active, et que prochainement vous dites d'accord, vous allez même participer, même s'il faut être assis et écouter, et donner même ne serait-ce qu'un avis, c'est déjà une avancée, n'est-ce pas? Et on arrivera, parce que il faut dire, quand on a dit ce que c'est que ce Conseil de sécurité, le droit de veto, c'est donc quoi dans le Conseil de sécurité? Le droit de veto est le droit, c'est-à-dire que s'il faut le définir étymologiquement, c'est le droit de s'opposer. Parce que le mot, il est, je crois, en grec. C'est le droit de s'opposer. Maintenant, ça c'est scientifiquement. Mais la vérité interne, c'est que c'est le droit de décision. Et vous êtes 15, vous êtes là permanemment, vous assurez, mais il y a 5 qui se retirent et décident que telle chose passe ou ça ne passe pas. C'est très important. Ça veut dire que ce que vous avez causé quand vous êtes 15 là, ça vous régale là-bas. Si les 5 là se retirent et disent que bon, ce que les 10 autres ont dit ne nous sert à rien, voici ce qu'on a dit, vous allez appliquer. C'est ça le droit de veto. Donc, face à une question, ils s'opposent ou ils sont d'accord. L'Afrique, maintenant, naturellement dans la lutte, si nous avons déjà accès, n'est-ce pas, à la table de 15 personnes, nous continuons la lutte pour avoir accès à la table de 5 personnes. Bon, vous ne concevez pas le fait que les Africains aujourd'hui veulent commencer par le droit de veto, au lieu de commencer d'abord par être membre du Conseil de sécurité? Non, là c'est, je pense que l'Afrique va se fracasser, n'est-ce pas? Ce n'est pas pédagogique. Ce n'est même pas, comment je vais dire, élégant. Vous ne pouvez pas commencer à vouloir avoir 10. Pourtant, vous devez, pour atteindre 10, il faut commencer par 1, 2, 3. Vous voyez un peu, vous partez de 0, vous voulez atteindre 10. Ça ne suit même pas l'ordonnancement naturel des choses. Non, il faut d'abord avoir accès là, prendre du temps pour voir comment ça se passe là-bas,
ou les leviers que vous pouvez tenir pour faire du chantage, parce que dans ce jeu de la géostratégie, de la politique mondiale, il y a du chantage qui oui. Vous allez appuyer sur quel levier? Apprendre, parce que les autres ne se sont pas levés d'un pied. C'est un jeu qu'ils ont bien ficelé, qu'ils ont projeté sur le temps. Alors, pour comprendre ce jeu-là, il faut d'abord vous imprégner des réalités de ce milieu-là. Alors, quand vous êtes imprégné, vous savez sur quel pion il faut poser les pieds. Oui. Et là, on peut atteindre le droit de veto qui, pour moi, n'est pas difficile. Hein. C'est pas difficile, mais c'est seulement d'être des fins stratèges. Voilà. Alors, merci, Dr Bamok. On va rester avec vous sur le plateau. Le temps de marquer cette petite pause en transition. Et on va revenir pour la deuxième partie de l'After News. Ce sera la deuxième et la dernière partie. On vous permet de souffler et on revient après. Voilà, de retour sur le plateau de l'After News. C'est la deuxième partie et la dernière partie, bien entendu. Nous parlons de cette décision de l'ONU à vouloir insérer 2 places africaines en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Et la question qui nous intéresse, c'est celle de savoir si cela est un Graal ou alors une futilité. Nous avons nos invités en plateau, mais nous avons également nos experts qui sont de l'autre côté. On a écouté les avis des uns et des autres, mais restons un peu à présent en deuxième partie de cette émission sur ce qu'est le droit de veto et quelle est la plus-value pour l'Afrique aujourd'hui d'avoir ce droit de veto-là et quel impact cela peut avoir sur notamment le changement ou le développement de l'Afrique. Je vous relance directement, Dr Joseph Bamok, sur la question. Vous avez défini ce qu'est le droit de veto tout à l'heure. Aujourd'hui, les Africains, en quoi est-ce que le droit de veto peut aider concrètement l'Afrique à son développement ou alors à son changement? Déjà, il faut dire que dans la géopolitique mondiale, lorsqu'on a parole, on peut se développer, on peut évoluer, on peut changer l'ordre des choses lorsqu'on a parole. Lorsqu'on n'en a pas, on reste longtemps. Donc c'est une volonté aujourd'hui que l'Afrique, qui porte tout le monde entier, reste telle qu'elle est aujourd'hui. Oui. Donc le droit de voter, de veto, autant pour moi, nous l'avons défini. Oui. Mais l'importance pour l'Afrique de l'avoir, c'est simplement que l'Afrique elle-même décidera de son propre sort. Désormais, quand vous l'avez, regardez les 5 permanents qu'ils ont. Personne ne leur dicte la loi. Oui. Avant même de leur proposer, parce qu'on les propose, avant de leur proposer quoi que ce soit, vous réfléchissez par cadre. Et ils sont libres d'accepter ou de refuser. Mais vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit l'Afrique subit. Et le premier invité ici, qui a été très brillant, mon ami Dr Cole, a pris des exemples. Il a pris les exemples du Soudan, il a pris les exemples de la Côte d'Ivoire, il a pris les exemples de la Libye à côté. Que si l'Afrique avait été un tant soit peu au Conseil de sécurité, si l'Afrique un tant soit peu avait le droit de veto, ce qui était arrivé aux guidés libyens ne serait jamais arrivé. Ce que la Libye subit aujourd'hui, la Libye ne l'aurait jamais subi. Mais Dr Cole François a aussi pris un exemple, je vais vous relancer avec cet exemple qu'il a pris. Vous avez au sein du Conseil de sécurité une puissance comme les États-Unis d'Amérique. À côté, vous avez une puissance, par exemple, comme le Cameroun. Si on donnait le droit de veto à 2 pays africains, on a par exemple le Cameroun, on a un pays comme le Nigeria. Je prends juste des exemples. Vous voyez un pays comme les États-Unis, est-ce qu'on peut mettre ce pays sur la même balance, sur le même piédestal que le Cameroun au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, même si le Cameroun détenait le droit de veto? C'est difficile, pris sous ce prisme. Oui. Mais allons plus loin. Les États-Unis, en 1945, quand ils s'octroyaient le droit de veto, était quoi? Rentrons dans l'histoire. Les États-Unis, avant même 1945, étaient pire que le Cameroun. Ça, vous le savez bien. Ils ont su juste être malins et tirer l'épingle du jeu. Donc, j'ai dit aujourd'hui, on n'a pas pris l'Afrique sur le plan individuel comme les autres. Regardez très bien. Aujourd'hui, on prend l'Afrique comme une seule personne.
Et l'Afrique n'envoie que des représentants. Oui. Ceux qui sont là-bas ne sont pas pris comme une seule personne qui a envoyé des représentants. Ils sont pris... sont pris comme des individus. Donc, ça dit quand on parle des États-Unis, ils ne représentent pas le continent américain. Ça, vous le savez. Mais aujourd'hui, regardez la méthodologie. L'Afrique est prise comme un tout qui envoie juste des représentants qui va porter. Donc, la question n'est pas est-ce que l'Afrique... La question serait plutôt... au niveau de... Je souscris avec mon ami de Jack du Ghana, qui disait que est-ce que l'Afrique est prête? Est-ce que l'Afrique est prête à parler un même langage? Parce que c'est ça le problème. Justement. Et là, ils nous ont piégés. S'il faut entrer dans le jeu, ils nous ont piégés. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont réussi leur jeu en Afrique. Par le passé, le jeu qu'ils ont réussi en Afrique, c'est de nous coloniser, nous amener, nous diviser, nous amener à nous détester et tout ce que vous savez là. Nous n'allons pas arriver là, c'est tout un autre cours là-dessus. Et aujourd'hui, ils savent qu'il est difficile, après l'avoir fait, pour l'Afrique de parler d'une seule voix, d'un seul langage. Oui. Et c'est ça le plus important. Maintenant, il faudrait que l'Afrique se dise que on peut être assis, on peut avoir un représentant, on est assis et on parle à égal avec les États-Unis. Pourquoi? Parce que lui, il a besoin de nous pour vivre. Les États-Unis ont besoin de nous et on sait tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, où l'Afrique peut se reposer aussi sur certains blocs, certains regroupements que nous avons aujourd'hui. Et le premier invité commençait à parler des BRICS aujourd'hui. Et nous savons que c'est même la montée des BRICS qui est en train de changer complètement l'ordre des choses dans le monde. Oui. Et parce que cet ordre change, nous on peut profiter. Mais il faut savoir comment le faire. Et il faudrait que les Africains, parce qu'on a l'impression que c'est un jeu ou alors c'est un langage ou c'est une innovation, disons ça comme ça, une révolution qui est menée par certaines personnes. Mais ceux-là même qui dirigent ne comprennent pas. Donc tout va de là. Oui. Tout va du réveil de l'Afrique. Parce que pour qu'il y ait un changement comme celui-là, il faut un certain réveil. Et un réveil amène à quoi? À prendre conscience, donc le réveil des consciences. Et que l'Afrique se dise que pour que les autres arrivent où ils sont, il a fallu qu'ils soient un. Et ils parlent le même langage. Docteur Joseph Amok, pour justement sortir de la question, le temps nous tient à la gorge. Je vous relance avec cette dernière question. Lorsqu'on parle aujourd'hui du droit de veto, lorsqu'on parle aujourd'hui des places africaines aujourd'hui, si je vous ai bien compris et si les téléspectateurs à la maison vous ont bien compris, vous êtes en train de vouloir nous faire comprendre que l'Afrique peut avoir un représentant ou même deux au sein de cette organisation, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais si l'Afrique est si l'Afrique est une seule voix, ces représentants-là pourront justement se faire entendre et seront au même piédestal que toutes les grandes puissances qui ont le droit de veto au sein du Conseil de sécurité. Effectivement. C'est simple que bon, parce que l'Afrique ne sera jamais pris, ou alors le Cameroun, s'il faut suivre les exemples que vous avez, ne sera jamais pris comme individu. Oui. Non, on parlera toujours de l'Afrique. C'est très difficile. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, il sera difficile de dire les États-Unis, vous placez le Cameroun. Bien que ça peut toujours... parce qu'ils ont plus besoin de nous que nous n'avons besoin d'eux. On doit tendre à ça quand même, docteur, qu'on mette au même piédestal le Cameroun et les États-Unis. On pourra tendre à ça, mais pour le moment, contentons-nous d'abord de l'Afrique. Pourquoi je le dis? Regardez un peu. Aujourd'hui, nous avons l'Asie, n'est-ce pas? L'Asie, c'est 68% de la population mondiale, n'est-ce pas? Après, nous avons l'Afrique. 18 ou 17% de la population mondiale, parce qu'on parle de 1,3 milliard. Oui. Toute l'Afrique. Après, nous avons l'Europe, qui est, je crois, 11% de la population mondiale, 750 millions. Je voudrais que nous prenions ces entiers. Vous dites que l'Afrique a tout aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui, sur le plan de la ressource, nous savons ce que c'est que l'Afrique aujourd'hui. Nous avons sur le plan même de l'intelligence, ce que représente l'Afrique aujourd'hui. Alors, je veux dire, si on part de là, et que l'Afrique se dise que nous avons des atouts aujourd'hui pour parler et faire le poids avec les autres, beaucoup de choses changeront. Mais si nous voulons aller avec les individualités, parce que eux, ces gens, dans leur jeu, ils ont réussi d'abord à casser et à
instaurer ces individualités parce que l'Afrique n'était pas individualiste. Oui. L'Afrique était un, nous le savons. Mais quand ils ont réussi, ils savent donc que le piège que nous donnons à ces gens aujourd'hui, c'est qu'ils cherchent un représentant ou des représentants qui viennent parler pour eux tous. Ça sera difficile parce qu'on a déjà réussi, chacun allait mettre chacun dans son petit enclos. On se rappelle aussi que Mohamed Kadhafi voulait parler justement des États-Unis d'Afrique. Vous comprenez donc qu'ils avaient compris que la lancée de Mohamed Kadhafi pouvait être dangereuse. Donc, ils voulaient unifier l'Afrique. Oui. Il fallait facilement et vite l'éteindre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la difficulté avec ceux qui dirigent l'Afrique aujourd'hui. Chacun va avec des individualités. Non, nous ne sommes plus à l'heure des individualités. Le monde est en train de s'associer, même eux qui sont forts. Regardez bien, même les forts aujourd'hui s'associent, ils vont en bloc aujourd'hui. Parce que sur le plan individuel, ça devient difficile. Voilà, merci beaucoup, Dr Joseph Bamork. C'était votre avis sur la question. On va retourner du côté du Bénin à présent pour prendre également l'avis de notre invité de ce côté-là. Je vous relance justement avec la même question que j'ai posée tout à l'heure au Dr Joseph Bamork. Vous qui êtes au Bénin, dites-nous quelle est la plus-value aujourd'hui pour les Africains d'avoir le droit de veto aux Nations Unies et quel est l'impact que ce droit de veto-là peut avoir sur le développement et sur le changement de l'Afrique. Oui, Pythagore Lakoudi, j'ai commencé par le dire il y a quelques instants. Le droit de veto, c'est un pouvoir qui est détenu par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui leur offre la possibilité de bloquer des décisions substantielles, à l'exception de celles procédurales. Ils utilisent généralement ce droit de veto pour, comment le dire, pour d'abord protéger les intérêts nationaux. Chaque pays utilise ce droit pour se protéger d'abord et après protéger leurs alliés, et puis ils utilisent ce droit pour promouvoir des questions spécifiques. Voilà un peu ce que c'est que le droit de veto. Et son importance, c'est que d'abord, tout membre permanent qui détient le droit de veto a une certaine influence. Il y a une certaine influence, d'abord dans la négociation. Dès que vous détenez le droit de veto, donc vous avez une certaine influence en matière de négociation. Votre voix porte parce que les partenaires, ceux qui sont membres comme vous, savent que vous avez la capacité de bloquer une décision si cela ne va pas dans vos intérêts ou dans l'intérêt de vos alliés. Et détenir aussi le droit de veto, cela permet également de promouvoir des solutions. Par exemple, cela permet d'empêcher de déstabiliser une région tout entière. Donc quelqu'un qui perçoit que telle décision pourrait déstabiliser une région est en mesure donc d'utiliser ce droit et empêcher la décision d'être prise. Détenir également un droit de veto, c'est promouvoir ses intérêts, c'est défendre ses intérêts et c'est marquer son territoire, c'est être influent, c'est mieux se positionner dans les débats à l'international, c'est mieux influencer les positions, les discussions, les prises de décision mondiales. Maintenant, quelle est l'importance, qu'est-ce que cela apporte, quelle est la plus-value d'un tel pouvoir pour l'Afrique? D'abord, je vous dirais que l'Afrique pourrait utiliser le droit de veto pour promouvoir des solutions africaines aux solutions africaines d'abord, des solutions africaines aux problèmes africains. L'Afrique pourrait utiliser ce droit de veto pour marquer sa présence, pour influencer les grandes décisions, pour marquer les décisions au niveau mondial. L'Afrique pourrait également utiliser le droit de veto
pour protéger ses intérêts et marquer, affirmer, donc je vais dire, son autonomie, affirmer son indépendance, affirmer son autorité vis-à-vis de ses partenaires au sein du Conseil de sécurité. C'est un outil, c'est un instrument d'affirmation de soi, d'affirmation d'autorité. C'est un instrument qui permet de se démarquer des autres. C'est un pouvoir qu'on détient et qui permet aux autres, et qui du moins oblige les autres à écouter celui qui détient ce pouvoir et à intégrer ses aspirations dans les décisions. Voilà à peu près ce que je pourrais dire par rapport à la plus-value que le droit de veto pourrait apporter aux membres permanents tels que cela semble être dessiné pour l'Afrique. C'est bien que l'Afrique soit déjà présente de façon permanente au sein du Conseil, mais ce serait encore mieux si l'Afrique détenait le droit de veto et que l'Afrique soit capable d'influencer, de marquer, soit capable de bloquer certaines décisions qui vont à l'encontre de ses intérêts, ce qui permettrait sans doute d'empêcher la déstabilisation des régions tout entières en Afrique, ce qui va favoriser la stabilité au sein sur le continent et ce qui pourrait éventuellement, si stabilité y est, vous comprenez que le développement pourrait être favorisé. Merci beaucoup, Yéidafou Bouchma. On retient de votre intervention, justement, c'était, on va le dire, votre dernière prise de parole dans cette émission. On retient de vous, justement, que c'est déjà une bonne chose que l'Afrique soit annoncée comme membre permanent au Conseil de sécurité, mais que ce serait davantage bien si l'Afrique avait le droit de veto au sein de cette organisation. Merci pour votre avis. On va sortir de cette émission avec le docteur Cole François, justement, a écouté notre invité depuis le Bénin, docteur Cole. On comprend l'importance, on comprend peut-être le poids du droit de veto. Vous qui tout à l'heure, vous avez laissé entrevoir peut-être que c'est quelque chose de futile, c'est quelque chose de banal. Est-ce que vous maintenez cet avis et qu'est-ce qui vous donne autant d'assurance quand vous le dites? On est un peu embêté lorsqu'on écoute... en fait, j'ai l'impression que les gens ont encore un problème avec le complexe du blanc. Tous les observateurs africains aujourd'hui sont au moins d'accord d'une chose, c'est que l'ONU n'a jamais promu aucune valeur africaine. L'ONU n'a jamais plaidé en faveur d'un seul État africain. Quels que soient les cas, je voudrais bien que les historiens viennent démonter mon assertion en me montrant de façon claire et précise à quel moment et dans quelles circonstances l'ONU s'est mue pour pouvoir soit stopper les grandes guerres, les grandes épidémies, les grandes calamités en Afrique. Est-ce que c'est parce que peut-être il n'y avait pas d'Africains au sein de l'instance décisionnelle qu'est le Conseil de sécurité? J'allais vous demander, vous parlez de quelle Afrique en fait? Nous entendons aujourd'hui des Africains, par exemple d'autres sous-régions, appeler d'autres Africains, d'autres sous-régions, les Africains. Parce qu'eux, ils estiment qu'ils ne sont pas Africains. Moi, je ne voulais pas stigmatiser le peuple. Bien sûr. Mais je crois que nous sommes, c'est que même en matière de football, on vous disait non, nous ne voulons même plus participer à la CAN parce que vraiment là, c'est pour les Africains. Celui qui s'exprime est africain. Enfin, sur l'espace africain, il a fait partie, mais ne se considère donc pas comme africain. À dire que si celui-là aujourd'hui est mis en position de membre permanent du Conseil de sécurité avec droit de veto, il n'agirait pas dans le bien ou alors pour le bien du reste du peuple africain. Mais se dira, ben, moi je suis là pour défendre mes causes personnelles. À côté de ça, moi je voudrais bien que nous soyons sérieux. Quelle est l'organisation sous-régionale ou régionale africaine qui marche de façon indépendante des perfusions étrangères? Quelle est l'émancipation technologique, communicationnelle que les Africains ont mise en place aujourd'hui qui ferait que
pour notre géodésie, pour notre géolocalisation, pour nos communications même intra-africaines, qu'on n'ait pas suppléé auprès des satellites européens, américains et autres. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour qu'on puisse, moi, si on demandait mon modeste avis, pour que les Africains puissent prétendre à parler au même titre que les autres dans le Conseil des Nations, que les Africains se développent et s'émancipent dans eux-mêmes. Que je voudrais voir naître en Afrique des Ibrahim Traoré, des Assimi Goïta, des Tiani. Je voudrais les voir se multiplier en Afrique. Et c'est qu'à ce moment-là, que vous verrez que lorsqu'un Africain se placera pour s'exprimer, il ne parlera pas de façon égoïste, il ne parlera pas étant complexé. Mais écoutez, dire à une puissance comme la France de dégager sur 48 heures, je crois qu'il faut être un véritable Africain décomplexé pour arriver à ce stade. Mais si c'est avec la classe dirigeante actuelle que nous avons en Afrique aujourd'hui, qu'on prétendra qu'on donnera le droit de veto, on va appeler, on dit monsieur tel, vous votez. Monsieur tel, cette fois-ci, vous ne votez pas. Il aura un droit de veto qui sera comme un épouvantail, qui sera comme un vase sans contenu, sans contenu. Et moi, je pense que ce n'est plus à ce niveau que les Africains devaient être situés aujourd'hui. Merci, Dr Cole-François. C'était justement votre dernière prise de parole qui met d'ailleurs un terme à cette édition de l'After News sur Global LTV. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis à la maison. Merci également à tous nos invités qui étaient sur ce plateau. Je remercie le docteur Joseph Bamon qui est passé pour la première fois par ici. Je vais remercier également notre invité du côté du Bénin, M. Ye Edafou Gouchima. Et remercier Fiacre l'International qui passait également pour sa première fois sur ce plateau. On espère l'avoir dans les prochains jours. Mesdames, Messieurs, restez en compagnie des programmes de Global LTV qui se bousculent. Bon week-end à tous.